Et Laetitia, elle a écouté la chanson ou pas? Ah, je ne sais pas. Non. Je... Vous voulez pas demander son avis ou ça se fait sans... Qui ça? Laetitia. Je ne sais pas. C'est C'est l'autre désolé. camp. Non, mais Pardon? c'est l'autre camp, l'autre Mais ça ne camp. m'intéresse pas. Moi, je parle avec des gens positifs. À 60 ans, Pascal Obispo vient de franchir une ligne qu'il n'avait jamais osé traverser. L'homme qui a composé l'un des plus grands tubes de Johnny Hallyday ne se tait plus. En juin 2025, il a lâché une bombe en qualifiant ouvertement Laetitia Hallyday de pseudo-compagne du rocker. Ce terme n'est pas un accident. C'est une attaque frontale, calculée, assumée. Pendant des années, Pascal a gardé le silence sur son éviction brutale de l'entourage de Johnny, sur ce qu'il appelle une véritable manipulation. Mais aujourd'hui, les gants sont tombés. Il a choisi son camp, celui de David et Laura, et ce qu'il révèle va bien au-delà de ce que vous imaginez. Pour comprendre pourquoi les déclarations de Pascal font autant de bruit, il faut revenir à la fin des années 90. À cette époque, Johnny Hallyday cherchait un nouveau souffle. Il voulait quelque chose de différent, quelque chose qui marquerait les esprits. Pascal Obispo, déjà reconnu pour son talent, reçoit alors l'appel qui va changer sa vie. Johnny veut travailler avec lui, pas juste pour une chanson, mais pour un album entier. En 1998 sort « Ce que je sais », un projet qui deviendra l'un des plus grands succès de Johnny. Sur cet album figure « Allumer le feu », un titre dont Pascal a composé la musique avec Pierre Jaconelli, tandis que Zazie a écrit les paroles, le morceau va littéralement exploser. Il devient instantanément culte, chanté dans tous les stades de France, repris en chœur par des milliers de fans 27 ans plus tard. On l'entend encore. Pascal n'a pas juste offert une chanson à Johnny, il lui a donné un hymne. Mais au-delà du succès commercial, quelque chose de plus profond se crée entre les deux hommes. Johnny et Pascal développent une vraie complicité, une connexion artistique rare. Ils partagent la même exigence, la même passion. Johnny respecte Pascal pour son talent, mais aussi pour sa franchise. Le rocker n'aimait pas les gens qui lui lèchent les bottes. Il voulait des collaborateurs qui osent lui tenir tête. Ce qui marque cette relation, c'est l'intimité que Johnny recherchait avec Pascal. Le rocker lui demandait souvent de travailler seul avec lui, loin de ce qu'il appelait « la smala ». Cette expression en dit long. Johnny voulait échapper à l'entourage permanent. Aux conseillers, aux proches qui gravitaient constamment autour de lui avec Pascal, il pouvait être lui-même, sans filtre, sans masque. Et puis il y a cette phrase que Johnny a confiée à Pascal, une phrase qui résonne encore aujourd'hui avec une tristesse particulière. Dans la vie, on est toujours seul. Ces mots, prononcés par l'homme le plus entouré de France, révèlent une solitude profonde. Johnny, malgré la gloire, malgré les millions de fans, malgré les proches qui se disaient dévoués, se sentait seul. Pascal était l'une des rares personnes avec qui il pouvait partager cette vérité. Travailler avec Johnny n'était pas une partie de plaisir. Le rocker avait la réputation d'être exigeant, parfois difficile, et il testait systématiquement ses collaborateurs. Pascal l'a appris à ses dépens lors d'une session d'enregistrement qui aurait pu tout faire basculer. Ce jour-là, ils sont en studio, l'ambiance est tendue. Johnny n'est pas satisfait de ce qu'il entend, et il commence à chanter d'une manière que Pascal qualifie de un peu pas à fond, pas avec l'intensité qu'on attend du rocker français. C'est comme s'il testait Pascal, pour voir jusqu'où il pouvait aller, pour voir si le compositeur oserait le remettre en question. Pascal ne se laisse pas impressionner. Il sait que si Johnny ne donne pas tout, l'enregistrement sera médiocre. Et il n'est pas là pour faire de la médiocrité. Alors il sort du studio, appelle son agent et lui dit qu'il a peut-être fait une erreur en acceptant de faire tout l'album. Il redescend et voit Johnny en train de manger une banane. Le rocker le regarde en souriant, se balançant sur sa chaise. Cette image va rendre Pascal fou de rage. Il demande à tout le monde de sortir. Et là, seul face à Johnny, il lâche une phrase que peu de gens auraient osé prononcer. Maintenant, tu vois ton album, tu vas le faire tout seul, parce que moi je vais me casser, parce que si tu ne me donnes pas Johnny Hallyday, moi je n'en ai rien à foutre. Le silence tombe dans le studio. Personne n'ose parler comme ça à Johnny Hallyday. Personne. Mais c'est exactement ce que Johnny voulait entendre. Le rocker respectait ceux qui lui tenaient tête, ceux qui ne se laissaient pas intimider par sa légende. Pascal vient de passer le test. Johnny change complètement d'attitude. Il se met vraiment au travail, il donne tout dans l'enregistrement, et le résultat est à la hauteur. Cette confrontation a scellé leur respect mutuel, mais c'est aussi pendant cette session que Johnny prononce cette phrase révélatrice. Devant sa pseudo-compagne et son producteur, il dit à Pascal « Sache que dans la vie, on est toujours seul ». Pour Pascal, cette phrase était un message. Johnny parlait de son propre entourage, de cette solitude qu'il ressentait même quand il était entouré. Pascal raconte que Johnny avait écarté sa pseudo-compagne et son producteur pour rester seul avec lui. C'était ces moments-là que Johnny cherchait des instants de vérité, sans le cirque, sans les influences. Juste deux artistes qui travaillent ensemble, qui se respectent, qui se disent que les choses... Cette authenticité allait devenir un problème. Parce que dans l'entourage de Johnny,
Tout le monde n'appréciait pas qu'un ami aussi proche ait autant d'influence sur le rocker. Et puis tout a changé. Progressivement, sans explication claire, Pascal s'est retrouvé mis à l'écart. L'homme qui avait offert à Johnny l'un de ses plus grands tubes, celui avec qui le rocker partageait des moments d'intimité artistique, s'est fait éjecter. Mais Pascal est très clair là-dessus, ce n'est pas Johnny qui l'a écarté, c'est l'entourage. J'ai été totalement écarté, non pas par Johnny, mais par l'entourage proche, révèle Pascal dans son interview de juin 2025 pour Gala. Il utilise des mots forts pour décrire ce qui s'est passé. On l'a rayé de la carte comme ça, purement et simplement effacé, de son vivant. Comment est-ce possible qu'un ami aussi proche, un collaborateur aussi important, se retrouve soudainement exclu ? Pascal lui-même peine à comprendre au début. Il n'y a pas eu de dispute avec Johnny, pas de conflit ouvert, juste un éloignement progressif orchestré dans l'ombre. Les appels qui ne passent plus, les messages qui restent sans réponse, les projets qui n'aboutissent jamais. La situation devient encore plus douloureuse quand Johnny tombe malade. En 2017, le cancer est annoncé. Pascal, bouleversé, essaie de prendre des nouvelles, d'envoyer des messages de soutien. Il veut être là pour son ami, comme il l'a toujours été. Mais quelque chose cloche. Les réponses qu'il reçoit ne ressemblent pas à Johnny. Le ton est différent, les mots ne sont pas les siens. Pascal commence à avoir un doute terrible. Je ne sais même pas si c'est lui qui répondait. Pascal va même plus loin dans ses déclarations. Il utilise un terme qui fait froid dans le dos. Johnny aurait été gouroutisé à la fin de sa vie. Ce mot n'est pas choisi au hasard. Il sous-entend qu'on a exercé une emprise sur le rocker, qu'on a contrôlé son environnement, ses relations, peut-être même ses décisions, Johnny, l'homme libre par excellence, celui qui avait toujours fait ce qu'il voulait. J'ai un peu le sentiment qu'il a été gouroutisé à une époque, confie Pascal. Johnny avait ce défaut de répéter tout ce que je lui disais. Résultat, Pascal a été éloigné. Ça a été dur pour moi, je l'avoue. J'étais triste. Ça me manque. Il était comme un père pour moi. Cette mise à l'écart a des conséquences qui vont bien au-delà de l'amitié. Pascal remarque qu'il est quasiment pas dans les livres, les bios, certains documentaires, alors que nous étions proches, que j'ai réalisé un de ses albums. On efface son existence de l'histoire officielle de Johnny comme s'il n'avait jamais compté. Mais Pascal n'était pas le seul à observer ce qui se passait. Il était témoin d'autres choses, des choses qui allaient préparer le terrain pour la bataille d'héritage qui allait suivre. Pascal raconte des repas familiaux où l'ambiance était insoutenable, des dîners où des propos déplacés, blessants, étaient tenus devant tout le monde. Et les cibles de ces remarques, David et Laura, les enfants de Johnny. Dans une interview croisée avec Laura Smet, Pascal révèle « J'ai été témoin de discussions pendant les repas qui ne m'ont jamais plu. Comme entendre dire que puisque David avait fait un beau mariage, il n'aurait pas besoin de l'argent de Johnny, ou que puisque Laura est une actrice, elle n'aurait besoin de rien. Imaginez la scène. Vous êtes à table, en famille, et quelqu'un sous-entend que les enfants du défunt n'ont pas leur place dans l'héritage, que leur père ne leur devrait rien. C'est exactement le genre de phrase qui crée des ruptures irréparables. Pascal était là, il a entendu, et il n'a jamais oublié. Ces témoignages éclairent d'un jour nouveau la bataille judiciaire qui a suivi la mort de Johnny. On a beaucoup parlé du testament américain, de l'exclusion de David et Laura, des millions en jeu, mais ce que Pascal révèle, c'est que cette exclusion ne date pas de la mort de Johnny. Elle se préparait depuis longtemps. Les remarques déplacées, l'ambiance toxique lors des repas, l'éloignement progressif des enfants, tout ça faisait partie d'un plan plus large. Pascal explique que Johnny était quelqu'un de profondément gentil. Il n'aimait pas les conflits. Il laissait faire, il déléguait, une forme d'abandon des problèmes. Quand il rentrait chez lui, il voulait être tranquille. Cette gentillesse, cette volonté d'éviter les conflits, a permis à certains de prendre le contrôle. Johnny laissait faire pour avoir la paix. Et pendant ce temps, on préparait l'avenir, on installait l'idée que David et Laura n'auraient besoin de rien, qu'ils iraient très bien sans l'héritage paternel. Pour Pascal, voir son ami manipulé de cette manière était insupportable. Mais le pire était encore à venir. En juin 2025, Pascal Obispo franchit un cap. Dans une interview qui fait l'effet d'une bombe, il ne prend plus de pincettes. Quand on lui parle de Laetitia Hallyday, il la qualifie ouvertement de pseudo-compagne de Johnny, pas la compagne, mais pseudo-compagne. Ce terme n'est pas un accident de langage. C'est un choix délibéré, pesé, assumé. En un seul mot, Pascal remet en question la légitimité même de Laetitia dans la vie de Johnny. C'est une attaque frontale sans ambiguïté. Dans l'émission Décibel sur ICI Radio, Pascal raconte l'histoire de l'enregistrement et mentionne comment Johnny avait écarté sa pseudo-compagne et son producteur qu'on aime tant. L'ironie dans cette phrase est palpable. Qu'on aime tant. Pascal ne cache pas son mépris. Pour lui, Laetitia n'était pas une vraie compagne. Elle faisait partie du problème, de cet entourage qui étouffait Johnny, qui l'isolait de ses vrais amis.
Mais Pascal ne s'arrête pas aux mots, il passe à l'acte. En 2025, il sort un titre hommage à Johnny intitulé « Appelle-moi Johnny » et qui apparaît dans le clip Laura Smet, uniquement Laura. Pas Laetitia, pas Jade ni Joy, juste Laura. Ce choix n'est pas le fruit du hasard, c'est un positionnement assumé. Laura d'ailleurs ne s'y trompe pas. Elle déclare publiquement que Pascal fait partie de la famille. Dans une famille déchirée, où les camps sont clairement définis, dire que quelqu'un fait partie de la famille, c'est l'adopter officiellement dans son clan. C'est reconnaître sa loyauté, son soutien, son authenticité. Pascal explique son choix sans détour. On est obligé de choisir son camp. On est obligé de choisir son camp quand on a du bon sens. On n'a même pas à le choisir. On sait quel camp on choisit. Il rend hommage à David Hallyday. Moi, j'ai toujours été pote avec David. On a chanté ensemble. On s'est marré ensemble. Je trouve que cet homme est très digne et quand je l'ai vu à l'enterrement de son papa, je l'avais appelé pour lui dire que je le trouvais vraiment formidable. J'ai vu toutes ces pleureuses tout autour qui n'étaient même pas de la famille et lui était là, super digne. Cette alliance entre Pascal, David et Laura va au-delà du symbolique. Pascal refuse que l'histoire de Johnny soit réécrite par ceux qui l'ont manipulé à la fin de sa vie. Il refuse que les documentaires, les biographies, les hommages officiels soient contrôlés par un camp qui a tout intérêt à présenter une version édulcorée des faits. D'ailleurs, Pascal maintient aussi son amitié avec Eddie Mitchell, une autre légende de la musique française, et un proche de longue date de Johnny. Eddie aussi a pris le parti de David et Laura. Ces vieux complices du rocker se serrent les coudes. Ils savent ce qui s'est vraiment passé, et ils refusent le silence. Ce qui choque le plus Pascal, ce n'est pas juste d'avoir été écarté, c'est ce qui s'est passé après la mort de Johnny. Il le dit clairement, « J'ai été très choqué par ce qui s'est passé après sa mort ». La bataille juridique autour de l'héritage de Johnny Hallyday est l'une des plus médiatisées et des plus sales de l'histoire du showbiz français. Et Pascal a regardé tout ça de l'extérieur, impuissant, révolté. Les faits sont connus. Johnny décède le 5 décembre 2017 à Marne-la-Coquette, dans sa résidence La Savannah, située dans les Hauts-de-Seine. Quelques jours plus tard, on découvre qu'il a rédigé un testament américain qui exclut totalement David et Laura. Tout va à Laetitia ainsi qu'à Jade et Joy. David et Laura se retrouvent avec rien. Pascal fait partie de ceux qui n'y croient pas une seconde. Il connaissait Johnny. Il savait à quel point le rocker aimait ses enfants. Johnny et David n'avaient pas qu'une relation père-fils, ils étaient amis, complices. Alors comment imaginer qu'il ait pu consciemment décider de le déshériter complètement ? Pour Pascal, la réponse est évidente. Johnny n'était plus en état de prendre ce genre de décision. Ou alors, on a exercé une pression énorme sur lui pour qu'il signe ce testament. Le cancer avait affaibli le rocker, les traitements l'avaient épuisé. Dans cet état de vulnérabilité, quelqu'un a pu profiter de la situation. Les allusions de Pascal sont limpides. Il parle de manipulation, de contrôle, d'isolement. On a volontairement coupé Johnny de ses vrais proches pour mieux le manipuler. On a éloigné les amis fidèles, comme Pascal. On a créé des tensions avec David et Laura. Et dans cet environnement contrôlé, on a fait signer à Johnny un testament qui dépouillait ses propres enfants. Pascal assume totalement sa prise de position. Moi, j'ai toujours été fidèle et honnête avec lui, tout comme Eddie Mitchell, et ce n'est pas un hasard si nous sommes tous les deux proches de David et Laura. Les vérités ne sont pas bonnes à dire, mais moi, je m'en fiche, j'ai 60 ans et à un moment, j'assume mes propos ici dans cette interview. Cette phrase est capitale. À 60 ans, Pascal n'a plus rien à perdre. Il a décidé que la vérité valait plus que sa tranquillité, et cette vérité passe par le soutien indéfectible aux enfants de Johnny. 7 ans après la disparition de Johnny Hallyday, Pascal Obispo a choisi de briser le silence, et ce qu'il révèle est explosif. En qualifiant Laetitia de pseudo-compagne, en parlant de Johnny gouroutisé, en racontant les repas toxiques et les remarques déplacées sur l'héritage, Pascal peint le portrait d'une manipulation en règle. Ce que Pascal dénonce, ce n'est pas juste une question d'argent ou de testament. C'est quelque chose de beaucoup plus grave. C'est l'isolement progressif d'un homme vulnérable, la mise à l'écart de ses vrais amis, la préparation psychologique d'un déshéritage et finalement la réécriture de son histoire. À 60 ans, Pascal Obispo a compris que le temps était compté pour dire la vérité. Il refuse que l'histoire officielle de Johnny soit celle d'une veuve courageuse et d'enfants cupides. Il connaît une autre version, celle d'un homme manipulé, d'amis fidèles écartés et d'enfants trahis. En choisissant ce camp, Pascal s'expose. Il sait qu'il va être critiqué, attaqué, peut-être même poursuivi, mais il s'en fiche. La vérité vaut plus que sa paix personnelle, et cette vérité, il la porte maintenant haut et fort. Ce que Pascal révèle sur Laetitia Hallyday, c'est qu'elle n'était pas juste la compagne de Johnny. Elle était, selon lui, au centre d'un système qui a fini par isoler le rocker de tout ce qui comptait vraiment pour lui, ses enfants, sa liberté. Le combat de Pascal n'est pas terminé. En sortant Appelle-moi Johnny avec Laura Smet, en donnant ses interviews choc,
En utilisant le terme pseudo-compagne, il lance un message clair. L'héritage de Johnny n'appartient pas à une seule personne. Il appartient à ceux qui l'ont vraiment aimé, vraiment connu, vraiment respecté. Et parmi ces gens-là, il y a Pascal Obispo, un homme qui, à 60 ans, a décidé que certaines vérités devaient être dites, quoi qu'il en coûte.